L'Algérie et Bouteflika Abdika, le Cameroun, un ancien ministre de la Défense mis en examen et écroué, puis le Venezuela, le pays toujours dans le chaos. Voilà les trois sujets qu'on évoque ce soir avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir, Samuel Niaoui. Nous commençons avec l'Algérie. On l'a appris dans la journée de ce lundi. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décidé d'abdiquer. Il ne sera plus candidat à un 5e mandat consécutif. Il a d'ailleurs reporté sine die les élections législatives, les élections présidentielles dans le pays et appelé à une conférence nationale pour écrire une nouvelle constitution. Maître Sousa, est-ce qu'on peut dire que la rue a eu raison de Bouteflika? Pas du tout. La rue n'a pas encore eu raison de Bouteflika. On est en fait dans un scénario où on a l'impression qu'un but a été marqué. Oui. Mais c'est un but sur hors-jeu ou un but qui a été marqué à la main. Tout le monde a applaudi, tout le monde a vu que c'était un but irrégulier, mais on applaudit quand même, on est content. Non, Bouteflika n'a pas abdiqué du tout. Au contraire, je dis, il maîtrise encore davantage le jeu politique parce que c'est lui qui décide quand il s'en va. Il a juste dit « je ne briguerai pas de 5e mandat ». Mais en réalité, il s'installe dans son 4e mandat qui peut proroger autant qu'il veut, puisque rien constitutionnellement ne permet à ce qu'on distende le mandat au-delà du terme constitutionnel. Rien. Or, lui, il décide de distendre le terme constitutionnel de son 4e mandat en proposant à la population un jeu de dupes, un marché de dupes, en disant « mais non, mais vous allez voir, on va organiser une conférence nationale. » Mais c'est lui qui décide quand on fait la conférence nationale. Et ça sera sous quels auspices? Et qui va être l'ordonnateur de la conférence nationale, et suivant quel calendrier, et quel est exactement le cahier des charges qu'on va donner à la conférence nationale? Non, c'est complètement un jeu de dupes. Dire à la population, bon, écoutez, d'accord, puisque vous ne voulez pas que je fasse un 5e mandat, je ne ferai pas un 5e mandat, mais mon 4e mandat, je m'octroie, je m'arroge le droit de le proroger à l'envi. Non, franchement. Et on va me dire qu'il a abdiqué et que la rue a gagné? Pas du tout, la rue n'a rien gagné du tout. Mais il y a quand même une réponse, c'est que Bouteflika ne briguera pas un 5e mandat. Oui, mais il en a déjà brigué 4 et il les a complètement accomplis. Maintenant, ce que demande la rue, c'est pas tellement à Bouteflika qu'on en veut. Je crois que le message va au-delà de la personne de Bouteflika quand même. Bon, il cristallise un peu les ressentiments, les mécontentements et une sorte d'acrimonie. Mais parce que, bon, c'est vrai, à 81 ans, dans son état, continuer à prétendre vouloir gouverner parce qu'il n'y a personne d'autre en Algérie mieux que lui pour gouverner, c'est un peu insultant pour les autres. Donc je comprends que le peuple, enfin, c'est encore avec de larges guillemets, la rue, c'est pas identifié, c'est pas un acteur politique identifiable. Bon, bref, a gagné sur ce point-là et a obtenu que Bouteflika ne brigue pas de 5e mandat. Mais le 4e mandat de Bouteflika, qui va y mettre fin? Donc vous voyez bien, il leur a consenti quelque chose qui ne mange pas de pain, comme on dit. C'est pas bien grave, ça. C'est un peu comme si, bon, vous n'aimez pas le costume. Non, pardon, c'est pas grave. Je vais changer de cravate. Voilà. Je vous parle de, j'aime pas votre costume, vous me dites, c'est pas bien grave, je vais changer de cravate. Simplement. Mais ça rejoint un peu ce qu'il avait déjà proposé, c'est-à-dire, laissez-moi faire le 5e et je vais l'écourter pour faire des présidentielles anticipées. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, finalement, c'est vrai qu'il a marqué un but à la main, mais tout le monde a applaudi et l'arbitre n'a pas sifflé pour ne pas faire de vagues. Mais il y a quand même un fait notoire, c'est que la décision de Bouteflika est intervenue quelques heures après la sortie de l'armée, qui a estimé que l'armée et le peuple partagent les mêmes valeurs et beaucoup ont vite fait de voir une armée qui lâche Bouteflika. Eh bien, si elle l'avait lâché, elle aurait pu aller jusqu'au bout de la démarche. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque
allez, on va essayer de transposer. Comparaison n'est pas raison, mais quand même, ça nous rappelle un peu un certain 7 novembre, je crois, en Tunisie, où le président Bourguiba, malade, Kakoshim, a été déposé par son armée et son premier ministre, d'accord, Ben Ali, parce que il était sénile. Un coup d'État pour cause de sénilité. Voilà une armée qui lâche, vraiment. Voyez. Or, ici, non, Bouteflika est malheureusement, et c'est pathétique d'avoir à faire ce constat et d'avoir à le dire, de ma part, honnêtement, ça m'écorche la langue. Mais il est devenu la marionnette d'un système. Vous voyez, Glaise, qui est un humoriste algérien, avait fait un dessin la semaine dernière où il disait Bouteflika va briguer un 5e mandat. Et il disait, il y a 2 généraux qui parlent, et l'un demandait à l'autre, mais est-ce qu'il est au courant? Donc, on se demande s'il est au courant de ce qui se passe et de ce qu'on décide pour lui, finalement. Parce qu'on nous lit une lettre en disant qu'elle est adressée par Bouteflika. On ne sait pas s'il l'a écrite. Il était très malade. Quelqu'un avait assigné, avait déposé une requête en mise sous tutelle ou curatelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a ramené tranquillement en Algérie, comme ça. Ni vu ni connu, la requête est irrecevable parce que le majeur protégé, dont on demande la protection, n'est plus sur le territoire de la juridiction saisie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on en fait ce qu'on veut, en quelque sorte. On lui fait dire ce qu'on veut aussi. Mais qui parle à la place de Bouteflika? Est-ce que quelqu'un a encore entendu la parole de Bouteflika, la parole publique de Bouteflika? Non. Donc, vous voyez, le jeu n'est pas aussi clair que ça. Et c'est la raison pour laquelle, non, je ne suis pas aussi enthousiaste que ça. Rien n'est joué. Et la situation nous met au devant de périls considérables. Alors, on a vu quand même les étudiants qui ont continué par manifester, qui ont estimé que cette annonce de Bouteflika est un marché de dupes. Mais est-ce que ça ne va quand même pas dégonfler le mouvement? Non. Ça ne devrait pas le dégonfler parce que maintenant, je pense qu'ils sont d'autant plus enhardis que le coup qu'on leur fait ressemble à une entourloupette. Parce qu'ils se disent, mais attendez, non, vous êtes en train de nous prendre pour des nigauds. Bouteflika dit, je ne brigue pas de 5e mandat, mais je vais organiser une conférence nationale. C'est-à-dire, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide désormais le temps constitutionnel. Donc tout ce qui se passe là est extra-constitutionnel. Son 4e mandat, quel en est le terme? C'est lui qui décide. C'est ad vitam pour lui. Et la conférence nationale, quel est son tempo et jusqu'à quand, enfin, quel est le délai qui lui est assigné pour quel cahier des charges? Et la Constitution à réécrire et à soumettre au référendum. Qui vont être les grands auteurs de cette Constitution? C'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Mais quand bien même ça peut paraître peut-être un peu long dans la vie d'un individu, dans la vie d'un État, c'est quand même très court, un délai très court. Il a dit que, par exemple, la conférence nationale se ferait avant la fin de l'année 2019. Et on est sûr, peut-être qu'en 2020, il y aura la présidentielle. Alors, attendez. On va dire tout ça, à Dieu ne plaise. Nous sommes tous des mortels. Imaginons qu'au mois d'août, Monsieur Bouteflika trépasse. Qu'est-ce qui se passe? On a prévu ça constitutionnellement? Qu'est-ce qui se passe? On a un gouvernement maintenant qui est un exécutif bicéphale, avec des gens dont on sait qu'ils ne se vouent pas une confiance totale, donc l'un va marquer l'autre au pas, etc. Et on cherche quoi exactement en faisant cela? Vous voyez? Donc, non, c'est une façon de complètement contordre le jeu politique, parce que maintenant, ce n'est plus tout à fait lisible. Parce qu'on ne sait plus à travers quel prisme lire la loi. C'est le prisme voulu par Bouteflika, finalement. Enfin, Bouteflika ou les mains invisibles qui sont en train de le manipuler. Non, la situation n'est pas aussi
réjouissante que ça. En tout cas, en 2 semaines de manifestation, il y a eu 2 annonces de Bouteflika. Oui. Une première où il dit « je ferai le 5e, mais je vais l'écourter ». Et une seconde où il dit « je ne le ferai pas ». Est-ce que ça... Non, je ferai le 5e, mais je vais l'écourter. On a dit « on n'en veut pas ». Oui. Et donc maintenant, il dit « non, je ne ferai pas le 5e, mais je vais faire le 4e en le prolongeant ». Donc, alors, finalement... Maintenant, est-ce que la rue peut arriver à lire que de toute façon, nos sorties sont une pression et que si nous continuons, eh bien, ça peut lâcher? Mais à un moment donné, oui, il faut créer ce rapport de force. Parce qu'il faut une confrontation entre le système, le régime... Parce que, bon, en Algérie, c'est toujours la Première République. Bon, c'est le régime issu de la guerre indépendantiste, qui est toujours à l'œuvre, avec une armée qui, Dieu merci, a montré quand même le visage d'une armée parfaitement civique, qui est dévouée à sa mission constitutionnelle. Bon, elle ne donne pas l'impression d'être une milice complètement à la solde d'un régime ou d'un clan. Bon, ça au moins c'est une satisfaction précaire, parce qu'on ne sait pas du tout dans quel camp elle peut basculer, puisque ce qui se passe aujourd'hui est aussi, peu ou prou, un jeu pas très explicite, mené par l'armée aussi. Parce que en Algérie, le pouvoir, c'est l'armée. Il faut bien se le dire. Le général Ali Guédiri, qui était un des candidats, il a été pendant longtemps responsable des ressources humaines de l'armée, c'est-à-dire qu'il la connaît bien, a dit une chose sur cette armée, qui est que, écoutez, oui, c'est une armée nationale, c'est une armée républicaine. On attend qu'elle le prouve. Voilà. On va passer maintenant au Cameroun. L'ancien ministre camerounais de la Défense, Edgar Alem Bengo, ex-Mebengo, ex-figure du régime Paul Biya, a été mis en examen vendredi, notamment pour corruption. C'est ce qu'on a appris auprès de sources judiciaires. Monsieur Mbengo est mis en examen pour détournement de deniers publics et pour corruption par le tribunal criminel spécial. C'est ce qu'a indiqué un responsable de ces juridictions en charge de poursuivre les auteurs de détournement de fonds publics au Cameroun pour des montants supérieurs à 50 millions de francs CFA. Ce proche de Paul Biya a également été placé en détention provisoire vendredi et transféré à la prison centrale de Yaoundé. Est-ce qu'on peut considérer, M. Sosa, que la période d'impunité est terminée avec ce 7e mandat de Paul Biya? Mais écoutez, non, la période d'impunité, mais que dites-vous? Non, avec Paul Biya, il n'y a jamais eu de période d'impunité, parce qu'avec l'opération Épervier, vous avez vu tous les grands caciques qui sont tombés. À chaque fois, c'est des gens qui ont été des grands maréchaux du système, et aussi bien civils que militaires. Bon, à peu près. Aujourd'hui, quand on est nommé secrétaire général de la présidence, on se dit qu'en quittant ce poste, l'adresse suivante, c'est la prison. Il fait peur à tout le monde. Et ils sont plusieurs dizaines à avoir été victimes de la fameuse opération Épervier. Et c'est depuis plusieurs années que cette opération est en cours. Et on ne peut jamais parler au Cameroun, en tout cas, d'impunité installée, systématisée, où c'est plutôt un régime hyper répressif contre ceux qui ont été pris la main dans le sac. Et en général, Biya est sélectif. Il sait parfois que, ce n'est pas dans le tempo politique d'attaquer tel ou tel maintenant. Il se réserve toujours l'occasion, parce que c'est lui qui décide, le temps de la justice et le temps de la loi. Et c'est même lui qui l'a dit. Donc, avec Biya, on n'est jamais sûr de rien. Vous voyez, les photos, les Atangana Mebara, les... Amidou Marafa, tous ces gens-là ont été des grands serviteurs d'État à des niveaux très élevés, et quand il a jeté son dévolu sur eux, ils n'ont pas pu échapper aux griffes de l'épervier. Donc vous voyez, non, on ne peut pas parler, en tout cas au Cameroun, d'impunité. Mais
est-ce que ça ne frise pas le règlement de compte? Pourquoi ça devrait friser le règlement de compte? S'il n'y a rien dans les dossiers concernés, parce qu'à chaque fois, c'est des dossiers qui, malheureusement, ont quand même un contenu. Oui. Bon, à chaque fois, on dit, mais parce que je pourrais le déranger, on me craint, c'est pour ça qu'on me fait procès. Et ce n'est pas vrai tout le temps. Il y avait des gens qui étaient susceptibles de gêner le jeu politique de Biya, mais qui sont restés. Oui. On ne les a pas arrêtés pour autant. Mais non, c'est toujours le problème de la redevabilité. Et à un moment donné, vous voyez, comme au Bénin à côté, il y a des pays où on ne pose jamais de questions à un ministre. Oui. Où tout le monde sait que il y a eu de la mauvaise gestion des deniers publics, il y a eu des détournements massifs, mais jamais personne ne les dérange jamais. Il y a des pays où l'impunité est le système même. Au Cameroun, on ne peut pas le dire. Au Bénin, avec M. Talon, on ne peut pas le dire non plus. Oui. Parce que, qui que vous soyez, vous pouvez tomber. Oui, mais là, c'est quand Paul Biya, par exemple, là, il s'en prend à un ancien ministre de la Défense qui n'est pas quand même n'importe qui. Ça veut dire qu'il est très sûr que ceux dont il se débarrasse ne vont pas mettre à mal son système, son pouvoir. Mais, il n'est pas que ancien ministre de la Défense, il est par ailleurs neveu par alliance. Oui. Donc vous voyez quand même qu'on est dans le cercle ultra rapproché. Et pourtant, il n'hésite pas à sévir. Enfin, moi, je serais plutôt dans le camp de ceux qui applaudissent pour ce genre de choses. Pour autant que les faits qu'on reproche sont réels et qu'ils puissent qualifier un délit. Sincèrement. Parce que, non, l'impunité en Afrique, elle a plaît. On fait ce qu'on veut avec les deniers publics, on ne rend compte de rien à personne. Non, il faut que ça cesse et que ce soit quelqu'un comme Biya, même Biya, qui le fasse. Moi personnellement, j'applaudis. Mais l'affaire survient quand même, disons, presque un an après son limogeage du gouvernement. Ça aurait eu peut-être un autre retentissement si c'était passé après les élections. Oui. Non, vous voyez que s'il était gênant, on l'aurait peut-être trouvé plutôt dans le camp de ceux qui sont les challengers de M. Biya. Non, donc politiquement, il ne le dérange pas. Biya est au seuil de son 7e mandat peinard. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de l'attaquer. Vous ne voyez pas que le calendrier ne se prête pas à ce genre de spéculation? Mais pour Edgar Alain Mébé, depuis qu'il était ministre, il y a même eu un journaliste qui est décédé dans un accident de la route, qui a enquêté sur un supposé scandale de surfacturation. Oui. Alors, personne ne l'a touché à cette époque. On a attendu de le débarquer du gouvernement et de lui mettre la main dessus. Mais il y avait des gens qui étaient... autre retentissement dans l'autre cas. Non, mais au Cameroun, il y avait des gens qui ont été débarqués du gouvernement et le lendemain, ils ont eu le juge d'instruction chez eux. Non, je ne pense pas que ce soit... Enfin, moi, je ne fais pas cette lecture-là de cette affaire. Il a été débarqué il y a 1 an. Oui. On aurait pu lui tomber dessus déjà depuis aussi. Vous voyez ? Peut-être que quand on l'a débarqué, on avait quelques soupçons, mais on n'a pas de preuves. Et on a attendu. Le temps de la justice est long. On a peut-être lancé une enquête et c'est maintenant qu'on a pu trouver quelques preuves et qu'on a lancé l'opération. Donc, non, je ne pense pas du tout que ce soit par calcul politicien, parce que je serais quand même assez curieux. Pourquoi maintenant, après que Paul Biya est confortablement installé à Etoudi, il va commencer à aller chercher des noises à des gens qui, avant, l'ont servi avec zèle. En tout cas, l'ancien ministre a été incarcéré avec le directeur adjoint d'une importante banque, un inspecteur du Trésor et un colonel de l'armée. C'est le gros poisson. Vous voyez, donc on va dire que tout ce monde-là gêne Paul Biya dans son 7e mandat. C'est pour ça qu'il a décidé de les neutraliser. Et il y a eu l'épouse aussi. Oui. Franchement, l'épouse de l'ex-ministre, elle est gênante politiquement pour Paul Biya? Non. C'est simplement que, écoutez, que l'instruction soit conduite jusqu'à son terme, que les enquêtes soient menées proprement et qu'on nous trouve les preuves de ce qu'on allègue contre eux. Oui. Là, on aura fait œuvre de justice correcte et saine. Mais
tout le reste, après, c'est de la spéculation de politiciens, de journalistes. Mais dans ce genre d'affaires, généralement, les inculpés, les accusés se réfugient derrière la thèse de l'acharnement politique aussi. Mais c'est toujours le problème. Et ça devient ridicule, ça devient une défense trop facile. Parce que bon, quand on fait de la politique, il faut s'attendre à ce qu'on reçoive et des avantages et parfois aussi des préjudices politiques. Ça ne peut pas être un jeu gagnant à tous les coups. On peut perdre. Voilà. Là, on a joué perdant. On a perdu, c'est tout. On passe au troisième sujet, le Venezuela. Au troisième jour de la gigantesque panne qui paralyse le Venezuela, l'opposant Juan Guaido a demandé dimanche au Parlement de décréter l'état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Il a également enjoint les populations à descendre dans les rues parce que ce régime laisse mourir les Vénézuéliens et appelé les forces armées à cesser de couvrir le dictateur, le président Nicolas Maduro. Alors que la panne franchissait un cap symbolique de 72 heures, le gouvernement a imposé une nouvelle journée chômée lundi aux fonctionnaires et aux écoliers. Voilà, Maître Sosa, un pays qui est complètement en train d'être déchiqueté. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui est en train d'être déchiqueté. Et le jeu qui est en train de se dérouler devant nous est inquiétant parce que on a d'un côté un régime qui est délégitimé pour des raisons purement politiques, d'accord, et dogmatique, idéologique, parce que le madurisme ne prend pas. Personne ne le comprend. On ne sait pas exactement quel est son substrat aujourd'hui. Bon, c'est du chavisme sans Chavez, donc du coup ça ne marche pas. Et on a un chef d'État qui essaye envers et contre tout d'imposer à une nation sa vision, alors que très peu de gens la partagent. Enfin, très peu de gens. Encore là aussi un bémol, parce que quand on dit le peuple, tout le monde parle en son nom. Et on a vu quand même que le peuple chaviste, bolivarien, a défilé aussi massivement, habillé de rouge, lorsque le peuple de Guaido défilait en blanc à d'autres endroits de la ville. Donc c'est le peuple quand même. Vous voyez, chacun a le peuple qu'il veut. Bon, mais là, ici, le problème, c'est que on a un homme politique qui est manipulé par des forces extérieures et un régime qui, à cause de cela, est en train de se rigidifier. Et une armée qui est vraiment sur une lame de rasoir qui peut basculer à tout moment dans un camp comme dans l'autre. C'est l'armée qui va être décisif dans ce bras de fer entre Guaido et Maduro. Parce que c'est vrai, Maduro n'est pas un chef d'État si défendable que ça. Parce que son bilan n'est pas très élogieux, c'est pas des plus glorieux. À un moment donné, de pantalonnade en pantalonnade, il devient ridicule, la caricature de lui-même, quoi. Donc du coup, ce n'est plus très intéressant de faire la guerre anti-impérialiste tout le temps. Parce qu'il y a autre chose à faire au Venezuela qu'il ne fait pas. Mais quand même, on est obligé de constater que, comme par hasard, pendant qu'il y a crise, il y a une grosse panne d'électricité qui met dans le noir toute une population. Et c'est la plus longue. Et on nous dit que c'est faute de maintenance adéquate. Come on. C'est gros comme une maison. Et il a beau jeu de dire c'est un sabotage. D'accord. Alors, comme c'est un sabotage, si vous avez bien formé les ingénieurs qu'il faut, pourquoi depuis lors ils ne viennent pas à la rescousse et rétablissent l'électricité? Ça veut dire qu'à ce niveau-là aussi, vous n'avez pas formé les ingénieurs de qualité. Alors, vous avez des alliés aussi. Le pays a des alliés. Appelez au secours. Un pays voisin, ami, qui vous dépêche les ingénieurs qu'il faut pour résoudre la panne. Ou changer éventuellement des pièces défaillantes. Bon, c'est pas ça ce qu'on est en train de faire. On est en train de discourir. Mais à un moment donné, il faut quand même passer aux choses sérieuses. Alors là, cette situation chaotique qui règne au Venezuela, qui est couplée du retrait par l'ambassade américaine de son personnel non essentiel, est-ce que ça augure de l'imminence de quelque chose? Oui, écoutez, si ça ne tenait qu'à M. Trump,
il y a déjà 3 semaines que le régime à Caracas aura été nettoyé. Bon, et ça, ils savent faire, les Américains. Bon, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont fait au Chili, contre Allende. Bon, ils savent faire. C'est pas ça le problème. Mais seulement, bon... la géopolitique a changé. Voilà, exactement. Et il se rend compte que ce n'est pas aussi simple et qu'il y a des résolutions qui ne passent pas aux Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent. Alors bon, il est empêché à cause de ça. Sinon, il y a longtemps que M. Trump aurait réglé à sa façon, à la façon Bush contre Saddam Hussein, le cas de Chavez. Maduro, vous voyez, pardon, la langue fourche encore. Chavez. Maître Sosa, merci d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. On marque la pause et on revient après pour Regard croisé.